Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième journée du sommet On n'est pas que des parents, journée dédiée au RH. Et pour cette troisième intervention, j'ai décidé d'accueillir Mathilde. Grand merci d'avoir accepté mon invitation. On va parler d'équipe aujourd'hui. Alors on pourrait se dire pourquoi les équipes dans cette journée parentalité? Parce que pour moi, ça va vraiment ensemble quand on sait mieux faire équipe, quand on sait mieux faire corps tous ensemble, quand on se comprend, bah forcément on travaille mieux ensemble et on travaille avec les particularités de chacun. Et du coup, être parent, c'est quand même une grosse particularité. Mais ça va venir aussi inclure toutes les particularités de qui nous sommes, si on est aidant, si on est sensible, si on est... Voilà, tout ce que l'on peut être. Je vais laisser Mathilde se présenter et dérouler son intervention. Et comme je disais au tout début, n'hésitez pas à utiliser la fonction juste en dessous de l'écran pour poser vos questions, partager ce que vous vivez peut-être en entreprise avec vos équipes, les interrogations, les commentaires. Bref, on prend tout et soit on prend au fur et à mesure, soit on déroulera à la fin. À toi de jouer, Mathilde. Merci Lucille. Et est-ce que je peux partager mes slides ou pas du tout? Normalement, oui. Non. Non. Mais je veux me Ouh, présenter avant, mais je veux bien qu'en attendant, tu m'autorises à partager les slides. je vais. Moi, je m'appelle Mathilde Travail et je suis actuellement formatrice en neuroéducation. Donc, je suis passée par l'aide au développement, l'éducation, et puis j'ai voulu monter en expertise. Et pour ça, je suis allée travailler sur la recherche, ce qu'on appellera la recherche-action, donc la recherche enfin, la différence entre la recherche et le terrain, sur le sujet des neurosciences et du décrochage scolaire avant le confinement. Et donc, c'était un nouveau paradigme à l'époque de comprendre ce qui se passait dans le cerveau, comprendre pourquoi ça impliquait du décrochage et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour modifier du coup à la fois la façon de fonctionner, la façon de penser. Et donc après, je me suis mise comme indépendante suite au confinement pour pouvoir répondre à la fois aux besoins et pour pouvoir compléter. Les neurosciences, c'est une vision hyper intéressante qui se complète avec d'autres perceptions, celle de la psychologie, de l'intelligence émotionnelle et de l'intelligence collective. Et aujourd'hui, de pouvoir accompagner les enseignants, de pouvoir accompagner les entreprises. J'ai aussi cofondé un réseau qui est vraiment tourné vers l'intelligence collective pour les acteurs de l'éducation, dans cette idée qu'aujourd'hui, dans un monde en transition, où on n'est pas à l'abri d'une nouvelle crise, il faut absolument capitaliser sur l'humain, il faut aussi capitaliser sur les expériences, et donc l'intelligence collective, c'est le moyen d'aller vite à un point donné, de diverger et de converger. Et donc voilà, pour moi, quand j'interviens dans un établissement, j'interviens toujours avec j'apporte des notions et après on travaille ensemble pour avoir un plan d'action et activer tous les bons process. Donc je vais Je vous vous parler. en parlais, je vous en parlais, excuse-moi Mathilde, je vous en parlais lors de mon intervention. Voilà, j'ai rencontré Mathilde grâce au réseau Entreprendre pour l'éducation de Make Sense, qui est adossé à Make Sense, et du coup que Mathilde a fondé avec Chloé. Et du coup, c'est voilà, c'est grâce à tout ce qu'elle apporte que je peux rencontrer des pépites qu'ensuite je viens vous proposer en entreprise. Excuse-moi Mathilde, à toi. Merci pour cette réintroduction. Donc aujourd'hui, on va parler rapidement de vulgarisation des neurosciences. On se doute que tous les 5 points que je vais aborder pourraient constituer une conférence de 2 heures. Et que donc mon but, ça va être d'en faire quelque chose de court, mais de vraiment nourrissant. Chez moi, c'est toujours très important. Donc des neurosciences, un peu de vulgarisation pour comprendre de quoi on parle et comment on va augmenter ce qu'on appellera sa disponibilité à apprendre, à échanger et à pouvoir travailler en équipe. L'intelligence émotionnelle ne serait peut-être pas finalement la première des intelligences pour pouvoir activer les autres. Comment est-ce qu'on engage davantage en entreprise? Quels sont les principes clés de l'intelligence collective? Et puis 3 tips hyper concrets que vous pouvez tenter d'appliquer dès demain en réunion pour voir comment est-ce que justement on optimise à la fois son efficacité et son bien-être dans les groupes de travail, dans les réunions, etc. Pour un peu de vulgarisation, et je vous l'ai écrit parce que comme ça, comme c'est des gros mots un peu, au moins vous les voyez écrits et c'est plutôt intéressant. Donc en neurosciences, on a 3 grands principes. Et après, on a enfin, des principes clés. Les grands principes des neurosciences et les grandes découvertes, c'est d'abord celui de la plasticité cérébrale. La plasticité cérébrale, c'est notre cerveau et c'est un concept assez amusant qui est de dire que plus le cerveau est mou, plus le cerveau est intéressant. Donc, ça fait souvent rire les enfants, mais c'est un principe intéressant de dire que plus on est stimulé, plus on arrive à interagir avec les autres, à retenir ce qu'ils nous disent, etc., à se poser des questions, plus on a ce cerveau un peu mou. Et au contraire, plus on est empathique, moins on se pose de questions, plus le cerveau est dur. Ce qui est hyper intéressant, c'est la relation aux écrans. Ça, les jeunes le comprennent assez bien. Si on est hyper passif en scrollant sur les réseaux sociaux, alors vraiment, on n'a aucune stimulation de la plasticité cérébrale. Alors que si on est bon, devant un documentaire ensemble, on se pose des questions sur pourquoi ils font ça, qu'est-ce que ça,
qu'est-ce qui me touche, etc. Et maintenant, dans ces cas-là, au contraire, on muscle un peu plus sa plasticité. Ce qui veut dire que, après, évidemment, l'acquisition du langage, c'est pas tant les écrans qui sont le problème que la passivité ou l'activité devant un support, quel qu'il soit, et donc les écrans compris. Dans les cas les plus extrêmes de plasticité cérébrale hyper dure, on a les enfants qui débarquent à la crèche ou à l'école et qui ne répondent même pas à leur prénom, qui ne comprennent pas qu'on va chercher à interagir avec eux. C'est un peu comme si vous voyez, au lieu d'avoir quelque chose un peu pâte à modeler ou slime, et ben au contraire, on a une coque un peu rigide sur laquelle l'information essaye de rentrer et ressort. Donc, cette plasticité, elle fait qu'on est prêt à apprendre tous les jours. Idéalement, à la retraite, il faudrait se mettre à apprendre du polonais. Parce qu'en fait, on est capable de réapprendre tout le temps. On est fait pour continuer à apprendre tout le temps. Et donc, ce qui fait que, voilà, ça peut poser éventuellement des questions d'ailleurs sur comment est-ce qu'on challenge en entreprise aussi, hein, sur ce côté d'apprentissage dynamique. On en parlera sur le côté engagement. Deux autres aspects. Le connectome, c'est les dernières recherches en neurosciences sur les réseaux qui font que ça va activer nos modes de pensée, nos modes de réflexion. Si je t'évoque un sujet, à quoi tu penses? Ben voilà, c'est ces fameux réseaux qui s'activent. Et ça, ben, on ne sait pas toujours comment est-ce qu'ils se coordonnent, mais ça nous montre un peu comment on fonctionne différemment les uns des autres. Et le dernier aspect plutôt intéressant, c'est les neurones miroirs. Les neurones miroirs, c'est le fait qu'on apprend autant en faisant qu'en regardant faire. Pour le cerveau, c'est parfois la même chose. C'est l'importance de ce qu'on appelle aussi la préparation mentale ou la projection mentale. Donc c'est par exemple si moi je me prépare à un entretien, je récite et je vis, ou alors je regarde un entretien, alors je serai aussi prête que si je l'avais fait pour mon cerveau. Évidemment, surtout si en plus je rajoute à ça le fait que ça va bien se passer, si je me projette dans quelque chose que j'ai réussi, ou déjà en fait on crée vraiment cette réalité. Petit exemple d'une expérience qui s'est passée au basket, où on a entraîné deux équipes, une équipe physiquement et une équipe mentalement. Donc une équipe où on leur a fait visualiser les enchaînements, les passes, etc. Et une équipe où on leur a fait faire pour pouvoir comparer un peu justement les résultats ensuite. Et la réalité, c'est que l'équipe qui s'était préparée uniquement mentalement a aussi bien réussi et a fini par gagner le match. Et pour dire que du coup, ils avaient intériorisé les mêmes enchaînements sans l'avoir fait. Et donc pour Que ça, c'est une ouais, très bonne nouvelle parce que moi, je vais pouvoir faire du basket, mais sans en faire. ouais, exactement. Je n'aime pas le sport. Mentalement, tu vas pouvoir persévérer en sport. Alors je dis pas que du coup sur les muscles ça a le même impact, mais sur Ah, la dommage. on est bon. Et ça montre aussi, voilà, cette importance éventuellement de pouvoir montrer, parce que si voilà, vous montrez à vos équipes quelque chose, en théorie, si on va le voir par la suite, ils sont disponibles et bien, enfin, enfin, bien attentifs, en fait, ils vont pouvoir déjà intégrer, et c'est pareil également pour les enfants, hein, d'où l'importance du mimétisme, etc. Donc les neurones miroirs, qui en général s'activent d'autant plus avec ce qu'on appellera l'affect. Donc, si c'est une activité qui me plaît, si j'ai de l'empathie et si je m'intéresse vraiment à cette personne parce que j'ai voilà, de l'affection, etc., alors je vais d'autant plus retenir. Est-ce que toi, Lucille, tu vois les réponses et les commentaires? Parce que je vous pose juste deux petites questions de neuromythes parmi mes questions pour savoir si voilà, vous êtes déjà un peu au fait des sujets de neuroéducation ou pas forcément. Est-ce que tout se joue pour vous sur la petite enfance pour apprendre? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, à votre avis? Je ne vais pas répondre. Moi, j'ai pas le droit. Très bien. Faux pour Il y Amandine, a des c'est vrai. réponses faux. Il y a quelqu'un qui me dit que c'est faux. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir une autre réponse pour challenger un peu? Donc, est-ce que tout se joue sur la petite enfance pour apprendre? Donc, faux pour Amandine. En réalité, c'est un peu oui et non. C'est-à-dire que ce qui se joue vraiment sur la petite enfance, c'est l'acquisition du langage. Et c'est d'où le fait qu'on est un peu catégorique sur la question des écrans, Il y avait sur... un autre faux. Ah, ok. Bon, je n'ai pas vu. Parfait. Merci beaucoup. Et donc, le fait que l'acquisition du langage se joue vraiment avant 3 ans sur justement cette construction des réseaux de neurones, notamment sur le langage, hein, d'où le fait que, pareil, pour ce qu'on appellera des élèves bilingues, enfin, il y a des neurones qui se construisent de façon assez spécifique quand on parle de langue à un enfant d'avant 3 ans. Donc là, ça se joue vraiment avant 3 ans. Tout le reste, on vient de le voir, on peut apprendre une langue étrangère, même hyper compliquée, à tous les âges. On va voir cette croyance dynamique dans l'apprentissage, elle est hyper importante. Donc, rien n'est figé. Trop bien. Est-ce qu'il est possible d'apprendre en dormant? J'ai toujours entendu que c'était bien de relire avant de se coucher. Est-ce que c'est ça Il y a des gens les qui gens qui dorment répondent vrai? avec comment dire, des playlists de langues étrangères, etc. Oh, Donc, ça quelles sont me- les réponses, Là, Lucille? j'ai deux vrais. Ok, très bien.
Alors, non, c'est-à-dire qu'on ne peut pas apprendre en dormant. Subtilement, on peut mémoriser en dormant. C'est-à-dire que on va le voir apprendre, c'est vraiment, enfin voilà, se préparer, chercher à comprendre, etc. Et bon, même si votre cerveau il est super fort, être actif pour se poser des questions et pour reformuler en dormant, c'est un peu costaud. En revanche, il peut mémoriser. C'est pour ça que si on écoute par exemple une playlist d'une langue étrangère, on va quand même avoir des mots qui arrivent. Et donc, si par exemple vous êtes en immersion dans un pays et qu'évidemment vous dormez avec la langue étrangère, l'avantage c'est que potentiellement vous mémoriserez ces mots-là. Et donc, quand vous les entendrez, vous saurez que vous les avez déjà entendus et peut-être que du coup, vous aurez une meilleure faculté à les apprendre et à continuer à les intégrer dans vos vocabulaires, etc. Donc, c'est plutôt mémoriser qui, cette fois-ci, peut se faire en dormant. On a une petite question sur vraiment Ouais, la différence entre mémoriser et apprendre. ouais, mais ça arrive juste après. Donc, Ok. si la question perdure juste après, voilà, vous me dites. Alors, en plus de ce que je vous ai présenté rapidement sur, voilà, vulgariser un peu le principe de neurosciences, l'un des grands pédagogues, je trouve, des neurosciences, si vous vous intéressez un peu à ça en détail, je vous conseille d'aller voir les vidéos de Steve Mason, c'est un Canadien, donc il a un super accent québécois, vraiment, c'est hyper sympa, et il a une grande capacité de vulgarisation. Donc, il a plein de vidéos qui sont hyper sympas si ça vous intéresse pour vous, pour vos enfants, pour vos équipes en plus, si après, voilà, donc il est vraiment très bon. Et lui, il nous dit, et moi j'ai retenu ça d'intéressant dans notre sujet de travailler en équipe, que ce qui est important quand on cherche à apprendre ou alors vraiment voilà, à collaborer, donc être dans une démarche d'apprentissage, c'est-à-dire apprendre à travailler ensemble, atteindre nos objectifs, etc. Ce qui est important, c'est d'activer les bons neurones. Et on va voir pour ça, il y a une importance de disponibilité, mais donc de bien vérifier toujours quel est l'objectif. De toujours expliciter tel qu'il est, parce que finalement, si l'objectif c'est d'imaginer, de concevoir, de prototyper, etc., on n'activera pas les mêmes neurones parce qu'on n'activera pas les mêmes mémorisations, liens qu'on a fait en amont, etc. Donc, d'avoir une clarté sur les objectifs permet d'avoir une clarté sur quels neurones j'active. Les activer à plusieurs reprises. On sait que la réactivation est hyper intéressante. Je vous ai pas mis la courbe de l'oubli, mais je sais pas si cette courbe de l'oubli, elle est assez intéressante. Et donc, comment est-ce que on réactive au bon moment? Par exemple, quand on décide d'avoir un moment de team building, bon, bah, c'est hyper chouette. On sait que voilà, on a vécu un temps fort. Sauf que, évidemment, après, si on repart sur une vie à 1000 à l'heure, on peut oublier éventuellement soit ce qu'on s'est dit, soit les engagements, etc. Et comment est-ce qu'on va réactiver, soit par le fait de réafficher quelques photos, soit par le fait de pouvoir recréer un déjeuner 3 mois plus tard où on va se repartager à froid tout ce qu'on s'est dit de positif, etc. Donc voilà, pensez à réactiver. Le principe de surapprentissage, c'est logiquement le fait que pour apprendre des choses de plus en plus compliquées, par exemple en mathématiques, ben, il faut avoir bien maîtrisé voilà, les sujets les uns après les autres. Bon, bah ça, c'est pareil quand on décide de monter en compétences ou voilà, au sein d'une entreprise, eh bien, de bien vérifier que tout ce qu'on a vu à un poste est définitivement OK pour pouvoir surapprendre et continuer. Et dans ces cas-là, s'il y avait une petite faille ou quelque chose sur lequel on n'était pas hyper à l'aise, ben, de le stabiliser avant de continuer parce que bah, sinon, c'est un peu comme une tour un peu bancale et à un moment donné, ça peut quand même finir par s'effondrer un peu. Favoriser les feedbacks. Le feedback, c'est rendre conscient du processus d'apprentissage, ce qu'on appellera l'explicitation et la progression. Le feedback, c'est quelque chose d'hyper important sur moi, c'est comme ça que j'ai compris que tu avais réussi, c'est comme ça que j'ai observé, c'est comme ça ce que je comprends. Et donc, plus on rend, l'une des règles principales hein, de neuroéducation et de neurosciences en général, c'est que plus c'est explicite, mieux c'est. Plus c'est explicite, ça veut dire que l'autre comprend comment est-ce que vous l'avez compris et éventuellement vous vous réajustez, vous réalignez. Et donc effectivement, voilà, on a des modes de pensée différents, on a des vécus différents, on a des expertises différentes. Plus vous explicitez, plus vous faites des feedbacks et plus vous allez arriver à vous aligner. C'est un peu pareil pour les explications et ça permet de plus vous expliquer votre cheminement et plus l'autre est à même de voir si vous avez peut-être perdu un peu trop de temps là-dessus parce que finalement on aurait pu optimiser notre temps, etc. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu de société qui s'appelle le Codename qui est un excellent jeu de société pour ça. C'est vraiment un jeu de société typique neuroéducation, parce que c'est un jeu de société où vous allez expliquer à haute voix le cheminement que vous faites pour essayer de comprendre les indications que donne votre partenaire en face. Et voilà, et typiquement, c'est des jeux d'alignement d'équipe, éventuellement, pareil, un peu, voilà, où effectivement, si on cherche à expliciter tous les cheminements, en fait, l'autre va mieux comprendre votre façon de penser. Et peut-être que c'est comme ça qu'on se dira qu'en fait, on ne se comprend absolument pas, juste parce que moi, je suis hyper rationnelle dans mes façons de penser. Moi, j'ai une petite sœur comme ça, qui est hyper cartésienne, hyper rationnelle, et moi, je suis hyper littéraire.
Donc toutes mes références littéraires, elle ne les comprend absolument pas. Et donc il a fallu que je me mette vraiment dans sa peau pour essayer de lui faire comprendre des concepts hyper chouettes qui après sont allés hyper vite. Mais j'ai dû me dire que oui, elle, si je lui parlais de volume, voilà, elle pensait à des choses hyper mathématiques, là où moi je pensais à des choses qui étaient des volumes de livres, quoi. Voilà. Petite parenthèse sur Codename, qui est un excellent jeu qu'on adore à la maison. Et pour info, nous, on a acheté la version enfant, donc avec des dessins de Disney. Et du coup, c'est un jeu avec lequel on peut jouer bon, pour les parents qui nous écoutent. Euh, Aussi avec la version Disney. Et c'est très intéressant. Mon fils a même pas 6 ans et du coup, il arrive à faire ses liens et à mettre des cartes en disant un mot. Et vraiment, c'est un jeu vraiment top, que ce soit dans la version adulte ou la version enfant. On parlait de la différence entre comprendre, apprendre et mémoriser. Il y a quatre piliers d'apprentissage. Ces quatre piliers d'apprentissage, c'est le fait d'être disponible pour apprendre, le fait d'être attentif pour apprendre, le fait de comprendre pour apprendre et le fait de mémoriser. Et moi, j'aime bien le présenter en forme de course, d'abord parce que j'aime le sport, et ensuite parce que ça permet de comprendre que si on loupe une étape, alors on ne peut pas poursuivre la course. En l'occurrence, s'il n'y a pas un bon départ avec une bonne disponibilité, alors on n'est pas capable de se concentrer véritablement, alors on n'est pas du tout capable de vraiment comprendre, parce qu'on n'activera pas ces fameux bons neurones et on n'arrivera pas à être capable de voilà, se poser les bonnes questions, on passera à côté de certains sujets, et donc on ne mémorisera pas comme ça. Et donc, ce qui est intéressant avec ces routines d'apprentissage, ces piliers d'apprentissage, c'est comprendre l'efficacité et l'optimisation. Si on a une bonne disponibilité dès le départ, alors finalement, on va avoir besoin que d'une fois pour être capable de tout comprendre. Et puis après, on réactivera sa mémoire comme on a besoin de le réactiver. Apprendre, c'est faire une connexion, une première connexion. Et après, parce qu'on la réactive régulièrement, parce qu'on revient dessus, alors on la renforce. Et donc la différence, c'est que apprendre, c'est un processus global. Donc apprendre à travailler ensemble, finalement, c'est un processus qui implique forcément ces quatre étapes. Se poser en conscience sur ces quatre étapes, c'est ce qu'on appelle la réflexivité ou aussi la métacognition. Voilà. Mais donc ce temps-là où je vais me poser sur attends, mais est-ce que je t'ai vraiment compris là? Et si je t'ai pas vraiment compris, c'est parce que quoi? C'est parce que je t'ai pas posé toutes les questions et du coup on est passé à la côté du sujet? Ou est-ce que c'est parce que j'étais pas du tout attentive? Parce que en fait, bah, juste je suis hyper stressée parce que je pense à côté ou parce que bah, j'ai pas bien mangé, du coup je suis un peu à plat. Donc voilà, pouvoir être capable de se questionner là-dessus. Donc c'est un super outil de médiation avec vos enfants si la devoir, c'est la crise, pour se dire, en fait, du coup, toi, si là, tu n'arrives pas à apprendre, c'est parce que quoi? C'est parce que tu n'arrives pas à mémoriser alors que tu comprends tout? Est-ce que c'est parce que tu arrives à reformuler? Est-ce que tu peux reformuler pour moi, etc. Donc ça, mais aussi nous, en tant qu'adultes, véritablement, pour vérifier que si justement, la veille d'une grosse présentation, on doit retenir beaucoup de choses pour pas avoir nos notes, pour être hyper synthétique, ben, de vérifier qu'on suit bien ces quatre étapes et qu'on est bien au clair sur sa disponibilité, son attention, et puis sa capacité à faire du lien, à donner du sens, etc. J'ai toujours que le cerveau, il est beaucoup plus malin que nous-mêmes. S'il y a une toute petite voix qui dit non, mais ça sert à rien, ça me saoule, c'est nul, alors le cerveau ne fait aucune place pour ce qui est là. Donc voilà, on va continuer à travailler là-dessus. Petit rappel sur ce côté un peu justement de première étape de disponibilité qui est sans doute la chose qui nous intéresse le plus dans cette notion de travail d'équipe. Euh, c'est l'idée que sur cette première disponibilité, on est disponible ou on n'est pas disponible à apprendre en fonction principalement de nos sujets émotionnels. On appellera la fameuse préparation mentale. Est-ce qu'on a un objectif bien clair? Est-ce qu'on voit où on est? Et est-ce qu'on est bien physiquement et mentalement pour y arriver? Et donc pour ça, le vrai ennemi, c'est toujours et très logiquement le stress. Il y a globalement deux émotions principales qui nous empêchent à la fois d'apprendre et de travailler en équipe. C'est la peur et c'est la colère. Le dégoût, c'est une émotion un peu particulière qui est souvent mêlée d'autres et elle aussi, elle nous fait un peu reculer et elle nous fait un peu fuir. Toutes les relations toxiques sont ce qu'on appellera des relations qui en fait nous font ressentir du dégoût. Donc c'est aussi hyper problématique. Mais on va essayer de se concentrer sur justement cette notion de colère et de peur. Où globalement, la peur, ça fait découler du stress. Ce stress, c'est une hormone qui finalement nous empêche de réfléchir. En fait, ça nous fige, si vous voulez, parce que les émotions sont bien faites, elles ont une utilité vitale. En l'occurrence, le stress, ça nous donne envie de courir, parce que c'est une émotion de survie, quoi. La peur, une alerte. Et donc, il faut qu'on fuit ou qu'on fasse le mort comme les opossums, mais en général, on fuit. Donc, on n'a pas du tout envie d'être là. Donc, on n'est pas du tout disponible pour être actif. Et donc, en général, on perd du temps parce qu'on va devoir juste éventuellement relire le compte-rendu de la réunion parce qu'on n'était pas du tout dedans, parce qu'on a oublié ce qu'il fallait qu'on fasse, etc. Donc, voilà, cette notion de disponibilité par rapport au stress. Et puis, parce que c'est vraiment, pour le coup, un problème en plus après de santé que d'être en état de stress important. Et puis, la colère, c'est une émotion qui nous obsède. En gros, on pense vraiment à ce qui nous a agacé.
Et puis, c'est une émotion qui nous fait gonfler nos muscles, avoir des palpitations au niveau du cœur, etc. Et donc, voilà, on a plus envie de serrer le poing que d'être hyper détendu pour apprendre. Alors que si, au contraire, on est dans une émotion de joie, de plaisir, etc., bon, là, ça déroule tout seul, parce que finalement, bah, on l'a vu, un neurone miroir, etc., on prend tout ce qu'il y a à apprendre et on synthétise beaucoup plus. C'est là qu'on peut vraiment faire le lien avec cette idée que si on accompagne les parents dans la gestion de l'accueil de leurs enfants quand ils sont tout petits, dans la gestion des écrans pour leur apporter du contenu, parce que c'est pas toujours évident d'avoir les bonnes pratiques, si on leur met des temps d'échange où ils vont se retrouver entre pairs en disant bah oui, on est quatre là autour de la machine à café, on peut parler de tout et n'importe quoi, mais on peut aussi parler de nos ados qui ont du mal à se coucher, du mal à se lever, du mal à gérer les écrans. Et en fait, si on apaise la production de cortisol globalement, bah en fait, c'est comme disait Mathilde, ça va aider toute l'entreprise à être plus productive et plus pertinente dans les réunions. Alors, on ne va pas tout résoudre avec une politique parentale, mais en tout cas, on va quand même grandement aider les parents. Et c'est vraiment là que je vois un lien assez magique entre le sujet qu'on évoque et les politiques parentales. Exactement. Et pour finir sur ce sujet de disponibilité, moi j'évangélise beaucoup au sein de l'établissement pour expliquer qu'aujourd'hui c'est plus une perte de temps que de faire un pas de côté sur le bien-être et sur justement cette disponibilité. Donc après on gagne vraiment en efficacité. Donc pour ça, un petit dernier mot sur cette fameuse intelligence émotionnelle. Si on est donc disponible, on peut faire vraiment appel à tout le reste de nos intelligences. Et donc cette intelligence émotionnelle, on peut s'en faire une montagne, mais en fait c'est surtout être capable d'accueillir son émotion, être capable de l'accepter, et de l'exprimer, et puis du coup d'être accueilli par rapport à ça. Et ce que je dis, c'est qu'il y a une différence entre chercher une dimension hyper psychologique de mais pourquoi t'es pas bien, qu'est-ce qui se passe, etc. Et juste accueillir cette démarche d'empathie dont on parle beaucoup, de OK, j'entends que tu es fatigué et t'es pas bien. Déjà parce que quand on l'a exprimé, on a beaucoup mieux, étonnamment, et parce qu'au moins je suis au clair là-dessus, je le prends en compte et puis on continue. Donc voilà, on n'a pas besoin d'être dans une démarche de psychologue, bien au contraire, c'est pas sa place. Mais en tout cas, le fait de pouvoir l'exprimer, le fait d'être au clair sur le fait que c'est une zone dans laquelle on peut l'accueillir, va aider à vraiment la disponibilité. C'est quelque chose d'hyper compliqué. On est peu, enfin, il y a très peu de gens qui savent je trouve, accueillir quand quelqu'un est triste. Enfin, c'est pas évident, par exemple, de voir quelqu'un pleurer, quelqu'un être pas bien, quelle que soit la raison, et de ne pas être là à donner des conseils, à dire des choses et à vouloir meubler. Non, parfois, il faut juste se taire, accueillir et avoir deux, trois mots de réconfort, que ce soit dans la sphère privée ou dans la sphère publique, j'allais dire, professionnelle. C'est vraiment, euh, c'est vraiment une intelligence qu'il faut, je pense, développer. Alors moi, je pense que c'est l'une des premières intelligences, parce que finalement, c'est celle qui permet vraiment de déployer tout son potentiel et de faire déployer tout le potentiel des collaborateurs. On pourrait vraiment en parler longtemps. Ce qui est important, c'est de juste effectivement se rappeler que moi, enfin voilà, on est sur des générations où il n'y a pas eu vraiment de cours d'intelligence émotionnelle, alors qu'on sait que c'est clé. Donc voilà, ça peut s'apprendre, ça peut vraiment se développer. Et puis, il y a quelque chose qui est assez beau, par contre, c'est que on va le faire petit à petit. Et au départ, ça va être un peu bizarre. Et puis finalement, rapidement, ça va se créer un cercle vertueux où au départ, on va se sentir un peu pas trop OK. Il y a une personne qui se sent un peu en confiance, donc ça va. On voit que ça se passe bien et puis on ose. Et puis finalement, on va créer une nouvelle culture vraiment tournée vers cette notion d'intelligence émotionnelle. Pour parler ici sur l'intelligence collective, c'est deux mots. Et c'est deux mots hyper importants pour ne pas brasser du vent et pour ne pas être dans des choses. La pire chose qui puisse arriver quand on fait de l'intelligence collective, c'est que vos collaborateurs ils disent on a perdu notre temps. C'est vraiment le vrai problème de ce qui va froisser avec le principe d'intelligence collective qui, en principe, est justement quelque chose qui permet de gagner du temps et vraiment de mieux se connaître. Pour ça, on a besoin de bien vérifier qu'on a, c'est un peu évident, mais quand même, bien toutes les intelligences. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas sur l'intelligence artificielle si personne dans l'équipe ne maîtrise vraiment l'intelligence artificielle. Il vaut mieux prendre une demi-heure pour faire venir un expert, regarder ensemble une vidéo et ensuite se questionner sur quelle est la place de l'IA pour nous dans notre recrutement, par exemple, que de se poser d'abord la question et d'être un peu dans des on hésite, on ne sait pas trop, etc. Bien vérifier qu'on a bien l'intelligence autour de nous, dont l'intelligence émotionnelle, on en a parlé, et puis d'avoir le bon cadre. Dans intelligence collective, on a aussi des contraintes, parce qu'on a des contraintes de temps avec des objectifs et puis une production à la fin, qu'on peut vraiment travailler ensemble. Pour l'intelligence collective, ce qui va énormément jouer, on va le voir juste après, c'est le fait de, en lien avec les neurosciences, activer les feedbacks, la reformulation, l'écoute active et de vraiment optimiser notre temps sur je suis disponible, en plus je suis vraiment attentif, j'ai vraiment compris quel était le sujet. Et puis du coup, je suis capable d'activer les bons neurones et après, on restitue et puis on réactive pour mémoriser ce qu'on est en train de faire, etc. Des exemples d'intelligence collective, on va avoir le fait de passer d'une introspection à un binôme et puis après un grand groupe. Si vous avez 30 personnes, vous voulez faire réfléchir 30 personnes dans une salle, le meilleur format, c'est celui-ci.
Vous les faites 5 minutes de réflexion. Ensuite, vous leur proposez 5 minutes pour partager à deux. Puis, ils sont en groupe de 8. Et là, ils doivent synthétiser les 4 grands éléments qui ressortent du partage. Et puis après, il y a un rapporteur et on fait une grande synthèse. Voilà. Et là, du coup, chacun a été actif parce que vous avez vu, du coup, on a été acteur dans on s'est préparé, on a partagé, etc. Et donc voilà, on mobilise tout le monde et puis on arrive à synthétiser. On a le fait du co-développement, on dépose sa problématique et c'est d'autres qui la résolvent. Et du coup, d'avoir ce principe de, en fait, parfois on réalise qu'on a des postes certes clés, mais parfois on a eu une autre vie. Et comment on exploite ces autres vies, comment on exploite les expertises qu'on a effectivement, bah, même dans sa vie parent, dans sa vie perso, etc. Et donc le co-développement, c'est vraiment c'est d'autres personnes qui vont répondre à nos problématiques et moi je vais répondre à d'autres. C'est assez puissant, toujours dans cette logique-là de j'écoute, je reformule, je fais des feedbacks, je partage, etc. Toujours penser en intelligence collective à avoir une restitution. Elle peut être un peu fun, elle peut être un peu sexy, parce que le cerveau adore quand c'est coloré, quand c'est illustré, quand c'est imagé. Le compte-rendu écrit noir sur blanc, il est pas hyper cerveau-friendly. C'est-à-dire qu'on n'a pas très envie de le retenir. Donc voilà, je dépose ça. Et puis les démarches de design thinking, c'est des démarches d'empathie vraiment globales, où on se met à la place d'eux. Pensez toujours que dans une démarche d'empathie, pour pouvoir pleinement se mettre à la place d'eux, par justement je dois avoir fait le vide sur mon intelligence émotionnelle et sur le fait que si je me mets à la place de mon client, bah, c'est que je n'ai pas du tout en tête toutes mes préoccupations à moi de parent, mais que je peux vraiment me mettre à la place du client. Donc un rappel sur voilà, l'importance de la disponibilité pour toute démarche d'empathie. Enfin, on arrive sur nos trois tips concrets à mettre en place si vous voulez demain dans vos réunions. Le premier tip, c'est ce qu'on va appeler le check-in. On a parlé de disponibilité émotionnelle. La petite routine, c'est qu'on arrive en réunion, peut-être que certains le font déjà, nous partager si vous voulez. On arrive en réunion et on prend un temps de check-in rapide. On se dit, allez, on se prend un quart d'heure. On va se dire, ouais, mais un quart d'heure. Oui, mais c'est un quart d'heure qui va permettre précisément de passer rapidement sur les sujets, sur la disponibilité. C'est une autre vision de l'optimisation. Sur une heure de réunion, si on prend un quart d'heure de check-in, on est sûr que les 45 prochaines minutes vont être hyper efficaces. Le check-in, c'est poser la question, par exemple, de comment vous vous sentez aujourd'hui? Quelle est votre intention sur votre réunion? C'est par exemple, quel est l'événement marquant qui s'est passé pour vous la semaine dernière? Et donc, quelle est votre intention? Et par exemple, bah, évidemment, si j'ai passé la nuit en tant que maman au chevet de mon fils qui était hyper malade, je sais que j'ai envie de cette réunion qui est hyper importante. Bah, quoi qu'il arrive, je suis quand même assez épuisée. Le fait d'arriver, de déposer, bah voilà, moi j'ai passé une nuit un peu compliquée. Je suis contente d'être là. Mon intention aujourd'hui pour cette réunion, c'est qu'on arrive à trouver la solution ensemble. Voilà, juste un peu fatiguée, mais contente d'être là. Je l'ai déposé. Du coup, déjà, mon cerveau, il est vachement plus disponible parce que psychologiquement, déjà, c'est déposé au centre. Et puis, mes collaborateurs, ils peuvent le prendre en compte. On le dit, hein, on n'a pas une vie perso et une vie pro, on a une vie avec cette continuité-là. Et pour être capable de passer d'un sas de disponibilité, alors il faut pouvoir le déposer. Donc, c'est hyper important, ce temps de checking. Vous pouvez, voilà, au départ, ça va paraître un peu saugrenu, c'est un peu étrange, etc. Mais en fait, très vite, on va rentrer dans cette routine de, on n'est pas en train d'étaler sa vie perso. On prend 30 secondes pour déposer ce qu'on a, ce à quoi on pense. Et après, on passe à autre chose. Moi, hier, j'étais en séminaire, j'avais aussi ma grand-mère qui se faisait opérer. Heureusement que je l'ai dit à l'équipe parce que du coup, bah, c'était hyper OK. On a passé un super temps. Et à côté de ça, ça n'a pas empêché que, ben, côté perso, il y avait ça qui se passait. Et voilà, tout s'est bien passé finalement. Mais c'était une source de stress et j'avais besoin de le déposer. Sinon, je ne sais pas si la journée aurait bien démarré dès le début. Les rituels, pouvoir introduire le fait que quoi qu'il arrive, quand quelqu'un écoute, déjà on ne parle pas, c'est évident. Et puis il y a toujours quelqu'un qui reformule pour vérifier qu'on a bien tout compris. Et puis donner des feedbacks sur, moi ce que je comprends de comment tu as travaillé, comment tu as élaboré ton sujet, c'est ça, etc. Parce qu'on l'a vu en euros, plus vous faites des feedbacks sur la façon dont vous avez compris la progression, le cheminement, le travail d'équipe, plus vous vérifiez que vous êtes aligné et que vous comprenez bien les mêmes choses. Plus on comprend les mêmes choses, plus on est capable de mémoriser les bonnes choses et d'activer les bons neurones ensuite. Donc, c'est vraiment le cercle vertueux. Et puis, dernier point, la croyance dans l'apprentissage. Je vous montre ce schéma. Quand on croit justement enfin, que précisément on est ce qu'on appellera ce fameux growth mindset, c'est-à-dire que tout est dynamique dans l'apprentissage, et on est sur une génération Gen Z qui est hyper à cheval sur cette notion de si je suis en entreprise, c'est parce que je sais que je vais évoluer, que je vais croître et qu'il y a une raison d'être. Alors pour ça, vous avez ce schéma qui est hyper intéressant, qui rappelle que pour se sentir justement appartenir et avoir une bonne croyance dans les sujets de mon entreprise, donc c'est-à-dire que les difficultés, je les interprète comme des opportunités, alors j'agis sur ma persévérance, mon comportement, et les résultats sont bénéfiques. Pour ça, il y a besoin de trois éléments. Un sentiment d'appartenance, d'autant plus fort si je sens que je suis écouté, que je suis compris. Une croyance dynamique dans l'intelligence. Donc bah là, de ce côté-là, les feedbacks me permettent de voir comment j'ai réagi, comment est-ce que je suis perçue et comment est-ce que je grandis. Et puis la raison d'être, c'est ce partage justement des intentions, ce partage aussi des valeurs, etc.
Et donc, si au sein de votre entreprise, vous avez envie d'avoir une raison d'être qui prend soin des individus, alors ben, on l'incarne dans ces rituels qu'on vient d'évoquer. Et alors, on est plus aligné, plus disponible et plus efficace. Donc, c'est intéressant. Bon, évidemment, on peut parler des heures de ça. Mais en tout cas, c'est ce qui permettra d'être vraiment dans la bonne posture à la moindre difficulté. Et on sait qu'aujourd'hui, dans un monde en transition, on a besoin d'une équipe qui est agile. Et cette agilité-là, aujourd'hui, avec la nouvelle génération qui arrive et celle que vous devez potentiellement recruter, elle a besoin de ces trois éléments. C'est hyper central pour qu'elle s'accroche et qu'elle soit loyale à vos entreprises, etc. Il y a Donc, quelqu'un qui nous partage, merci, je me disais justement que le checking me fait penser aux icebreakers type météo, par exemple. Ça met en valeur l'importance de le faire et de ne pas les mettre de côté pour aller plus vite. exactement. Oui, complètement. Et c'est vraiment cette notion-là où on peut se dire, mais non, mais c'est une perte de temps. Et moi, je le vois à chaque fois à quel point non, au contraire, c'est vraiment une disponibilité. Et donc, météo, mais le checking permettra aussi de s'aligner sur l'intention. Je ne peux que vraiment vous encourager à le faire. C'est-à-dire qu'on est aussi aligné sur l'objectif. Donc, on est aligné sur quels neurones on active et comment on gagne en efficacité, quoi qu'il arrive. Donc, les deux ensemble, le checking à la fois un peu émotionnel et l'alignement, est hyper intéressant. Voilà. Et ça prend 2 minutes par personne max, hein, donc, voilà. Bon, je vous remercie infiniment pour Et on nous disait aussi qu'ils étaient bien d'accord avec le fait qu'il n'y avait qu'une seule vie et pas la vie pro et la vie perso. On l'évoquait ce matin, voilà, elles sont vraiment intimement liées et on ne peut pas mettre sa casquette de parent devant la porte de la réunion et faire fi de tout ce qui s'est passé, comme tu disais, si on a un enfant malade, si on a des difficultés relationnelles, si on s'est engueulé le soir, enfin bref. Il y a plein de sujets qu'on a du mal à laisser de côté et c'est important de pouvoir venir les déposer. Je ne sais pas si vous avez des questions avant qu'on clôture. On a tenu le timing. Mathilde a été extraordinaire pour être on time avec tout ce qu'elle avait à vous partager aujourd'hui. Vous pouvez la retrouver sur LinkedIn. De toute façon, vous aurez ses coordonnées dans les mails qui vont suivre ces interventions avec les replays. Mathilde, en tout cas, merci beaucoup pour cette intervention. C'était vraiment passionnant, comme d'habitude. Et je vous retrouve dans maintenant une demi-heure avec, excusez-moi, oui, une demi-heure avec Mathilde, une autre Mathilde, c'est pas la même, je vais changer de Mathilde et on va parler de parentalité et de co-responsabilité. Je vous souhaite une très bonne... Ah, on a des questions, c'était très clair, merci. voilà. J'en veux plus, c'était top, merci. Bah, du coup, n'hésitez pas à nous contacter. Comme disait Mathilde, on fait des ateliers à deux voix, elle en fait aussi toute seule. Euh, Je saurai vous mettre en lien ou vous pouvez aussi la contacter en direct sur LinkedIn. Très bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au Merci revoir. Lucie. Merci Mathilde.